D'abord, il faut rappeler les règles générales qui concernent le régime des retraites pour savoir un petit peu comment se calculent les droits à la retraite. Et ensuite, j'ai choisi de vous parler de certaines thématiques. Donc, ce n'est pas toutes les thématiques qui concernent non seulement la réforme, mais l'état du régime des retraites. Donc, ces thématiques sont les départs anticipés, donc les possibilités pour les travailleurs de partir plus tôt. Une autre thématique sur le minimum contributif, c'est-à-dire quel est le minimum de pension qu'un retraité peut espérer. Le mécanisme de la retraite progressive, les possibilités de cumuler euh, la retraite, une pension de retraite et un emploi. Il y a une partie qu'on va aborder, c'est la possibilité d'acquérir des trimestres sans pour autant avoir travaillé. Et on terminera sur l'articulation entre les droits au chômage et les droits à la retraite, qui est un sujet qui est très d'actualité. Donc on commence par les règles générales. Donc ce que je dois vous dire en introduction, c'est ce dont on va parler, c'est uniquement le régime de retraite de base pour les salariés du privé. Donc on ne parlera pas des régimes de retraite des fonctionnaires. On ne parlera pas des régimes de retraite spéciaux. Et on ne parlera pas des régimes de retraite complémentaires. On ne parle ici que du régime de base. Parce que tout travailleur a droit à deux pensions de retraite. Ça, c'est obligatoire dans la loi. Il y a le régime de base et le régime complémentaire. Mais le régime complémentaire, il suit des règles qui sont différentes, qui ne seront pas exposées dans ce webinaire. On parle que du régime de base. Mais sachez que le régime complémentaire, il ne suit pas les mêmes règles, notamment pour le calcul de la pension, mais pour les âges de départ et pour pas mal de choses qu'on va voir ici, ils ont repris les mêmes règles. Donc, c'est la loi du 14 avril 2023 qui a modifié un certain nombre de choses pour les droits à la retraite des travailleurs. Mais il y a une chose qu'elle n'a pas modifiée, c'est une chose très importante, c'est la formule de calcul de la pension de retraite. La formule de calcul de la pension de retraite, elle est, normalement, voilà, elle est sur votre écran. Donc, c'est le produit du salaire annuel moyen par un taux multiplié par une durée d'assurance divisé par un nombre de trimestres requis. Donc ça, c'est une formule qui existe depuis la création du régime de retraite pour les salariés, qui a été généralisé en 1945. Donc depuis 1945, la formule est la même. Toutefois, il y a eu des changements. Par exemple, le taux, à l'époque de la création du régime de retraite, il était à 25%. Maintenant, aujourd'hui, il est à 50%. Donc, il a été modifié dans les années 60, mais depuis les années 60, c'est toujours le même taux, 50%. Le salaire annuel moyen, aujourd'hui, c'est la moyenne des 25 meilleures années. Alors, comment ça se calcule? Alors, la caisse qui fait les calculs de droit à la retraite, elle calcule le salaire moyen perçu pour les travailleurs sur toute la période de cotisation, c'est-à-dire depuis le début que le travailleur a commencé à cotiser, jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Donc, il calcule le salaire annuel de chaque année. Le salaire annuel, oui, de chaque année. Alors, pour ce calcul du salaire annuel, on ne tient compte que des salaires qui ont subi une cotisation, donc une cotisation retraite. Par exemple, les primes d'intéressement et de participation ne rentrent pas en compte dans ce salaire annuel. Ensuite, la caisse, elle prend les 25 meilleures années, donc elle enlève toutes les moins bonnes, elle prend les 25 meilleures et elle fait une moyenne. C'est ce qu'on appelle le salaire annuel moyen. Voilà. Le taux, c'est 50%, mais le taux peut varier. Le taux, c'est 50% maximum. La durée d'assurance, c'est le nombre de trimestres que le travailleur a cotisé, plus le nombre de trimestres qu'il a acquis sans forcément cotiser. Donc ça fait partie d'un point qu'on verra dans le webinaire vers la fin. Ça s'appelle les trimestres acquis mais non travaillés. Donc voilà, donc la durée d'assurance, c'est la somme du nombre de trimestres où le travailleur a cotisé, plus le nombre de trimestres qu'il a acquis sans cotiser.
Et on fait une division par le nombre total de trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein, qui sera à partir du 1er janvier 2027 à 43 ans. Ce qui fait qu'il faut, pour avoir le nombre de trimestres requis total, il faut avoir soit cotisé, soit acquis 172 trimestres à partir du 1er janvier 2027. Donc on remarque tout de suite que si la durée d'assurance est égale au nombre de trimestres requis, donc si dans la formule vous avez au niveau de la durée d'assurance 172 et le nombre de trimestres requis 172, le montant de la pension, c'est le salaire annuel moyen sur le taux. Déjà, il faut remarquer ça. Donc, le but du jeu pour avoir une retraite maximale, ben, il faut avoir une durée d'assurance égale au nombre de trimestres requis. Donc, les réformes depuis 1993 ont impacté le nombre de trimestres requis. Donc, avant, c'était 37 ans et demi, et maintenant, ça continue d'augmenter pour se stabiliser à partir du 1er janvier 2027 à 43 ans. Donc déjà, par rapport à ce premier point, je voudrais savoir si vous avez des questions. Alors, j'ai Laurent, c'est OK, merci. Sophie, j'ai juste bonjour. Donc, bonjour Sophie. Est-ce que c'est clair pour vous? On peut continuer? Ah, Sophie, si on dépasse 172 trimestres, les trimestres supplémentaires seront comptés? Point d'interrogation. Euh, oui, ça permet, si on dépasse les 172 trimestres, ça permet d'avoir une meilleure retraite. C'est depuis la réforme de 2300. Oui, c'est possible. Mais c'est pas évident de dépasser les 172. C'est pas forcément en fait la meilleure stratégie à avoir pour maximiser sa retraite. On verra ça après. On le verra au fur et à mesure. Mais si on n'a pas 172 trimestres, c'est surtout ça le problème, c'est que non seulement ça fait diminuer donc la durée d'assurance, si elle n'est pas à 172, non seulement ça fait diminuer le montant que le retraité va percevoir, mais en plus ça a un impact sur le taux. Ça a un impact sur le taux si le salarié part avant 67 ans. Donc ça fait diminuer fortement en fait la retraite pour ceux qui ont des durées d'assurance inférieures au nombre de trimestres requis lorsqu'ils partent avant 67 ans. Et même s'ils partent à 67 ans, ça fait quand même diminuer le montant total. Et si le travailleur a plus que 72 trimestres, ça améliore un petit peu la pension de retraite. Donc de toute façon, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Sébastien, nous Oui, avons vas-y. également une autre question. Nous avons beaucoup de salariés ayant travaillé à l'étranger. Est-ce que le temps de travail là-bas compte envers les trimestres acquis? Alors, pour les salariés alors, la question qu'on doit se poser, c'est pas savoir si le salarié il travaille à l'étranger, c'est surtout à quel régime il cotise. Parce qu'il est tout à fait possible de travailler à l'étranger et de cotiser au régime français. Il y a plusieurs façons de le faire. Ensuite, pour ceux qui cotisent à un régime étranger, mais dans un pays membre de l'Union européenne, il y a une allégation qui se fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même liquider sa pension de retraite un petit peu en avance pour les différentes caisses des différents pays se coordonnent. Et il y a un système coordonné au niveau de l'Union européenne. Maintenant, si vous avez cotisé, par exemple, dans un régime de retraite comme en Argentine, dans les pays hors Union européenne, ben, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs pensions de retraite. Mais ça ne va pas jouer sur les nombres de trimestres qui ça ne marchera que pour les pays de l'Union européenne. Mais si les travailleurs sont amenés à travailler à l'étranger pour une courte durée, il est une durée inférieure à 2 ans, par exemple, il est préférable de continuer à cotiser au régime français. Merci Sébastien. Nous avons également une autre question de Véronique. Le nombre de trimestres requis est variable en fonction de l'âge. Oui, tout à fait. En fait, comme c'est présenté, c'est en fonction de l'âge, mais c'est surtout en fonction de la date à laquelle on liquide sa retraite. Donc, ça ne fait qu'augmenter. Et à partir du 1er janvier 2027, ce sera 43 ans.
il y a une augmentation de 1 ou 2 trimestres par année. Donc, en réalité, moi, je préfère raisonner par... c'est-à-dire, si vous liquidez votre retraite cette année, il n'y a pas besoin d'avoir cotisé 43 ans. C'est un petit peu moins. Mais c'est pas beaucoup moins, hein. C'est 41 ans et des poussières, hein. Et à partir du 1er janvier 2027, c'est très... Enfin, c'est même pratiquement à 42 ans. À partir du 1er janvier 2027, ce sera 43 ans. Donc, Nous avons également une intervention, une question quid des périodes de chômage, s'il vous plaît. ça, on en parlera après. On en parlera du coup Ah après. oui, c'est prévu. Une dernière question, ensuite on continue le webinaire. C'est une question de Laurent. 25 Oui. meilleurs salaires annuels. Si une année n'est pas complète, 3 trimestres par exemple, mais est supérieure à une année complète en début de carrière, est-elle prise en compte? Alors, déjà, il faut comprendre que dans le salaire annuel moyen, l'année de départ à la retraite n'est pas prise en compte. C'est comme ça. Donc, quand la caisse fait le calcul, elle calcule le salaire annuel de chaque année du travailleur et elle prend les 25 meilleures années. Donc, même si le salarié il a cotisé sur un seul trimestre, mais qu'il a touché un salaire excellent par rapport aux autres années, ça peut rentrer dans les 25 meilleures années. Toutefois, il faut quand même que je dise un truc, parce que ça, c'est pas marqué dans le Japon. On est sur le régime de base. Donc, ça veut dire que c'est plafonné au plafond de la sécurité sociale. Actuellement, le plafond de la sécurité sociale, il est à peu près à 46 000 euros. Ça veut dire que pour les salaires qui dépassent 46 000 euros bruts annuels, ça ne, le salarié ne cotise pas pour son régime de base. Les cotisations sont plafonnées au plafond de la Sécu. Alors, le plafond de la Sécu, il est réévalué tous les ans. Il va passer à 48 000 euros au 1er janvier 2024. Mais pour le calcul du salaire annuel moyen, c'est pour ça que c'est compliqué à faire. La caisse prend le plafond de la Sécu de l'année considérée. Donc, si vous dépassez le plafond de la Sécu, dans ce cas de figure, vous cotisez à un autre régime de retraite qu'on appelle le régime de retraite complémentaire. Et ça ne fera pas bouger la pension de base. Ça améliorera que la pension complémentaire. C'est OK? Merci Sébastien. On enchaîne. Donc maintenant, on va regarder. Alors, je vais préciser ce qu'a changé la loi. Si la loi a changé quelque chose, parce que là, la loi du 14 avril 2023 n'a pas changé la formule, mais elle a changé quelque chose. Elle a changé l'âge de départ légal. À aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour partir à la retraite, l'âge légal, c'est 62 ans. À partir du 1er janvier 2024, cet âge est augmenté de 3 mois et progressivement va aller jusqu'à 64 ans. Donc, en 2032, c'est-à-dire dans 8 ans, l'âge pour partir à la retraite, l'âge légal, sera 64 ans. On pourra partir plus tôt, on va le voir dans les départs anticipés, mais l'âge légal sera 64 ans. Ce que n'a pas changé la réforme, c'est l'âge de départ sans décote, qui est à 67 ans, qui était à 65 ans il y a une certaine époque, en 1982, et il a été ramené à 67 ans et c'est resté à 67 ans. Donc il faut retenir qu'il y a plusieurs types d'âge. Il y a l'âge de départ légal, et après il y a l'âge de départ sans décote à 67 ans. Et la réforme augmente progressivement l'âge de départ légal. Et ce que la réforme a changé aussi, c'est qu'elle a accéléré le nombre de trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein. Elle a accéléré l'augmentation du nombre de trimestres. Donc au 1er avril 2028, ce sera 43 ans. Maintenant, on va voir les possibilités pour partir plus tôt. On a vu que la possibilité de base, c'est partir à 62 ans aujourd'hui, ça va aller progressivement à 64 ans. Mais il y a plusieurs possibilités pour partir plus tôt. Le régime le plus connu, c'est le régime pour les travailleurs qui ont eu une carrière longue. Donc, il faut avoir commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans maintenant. Commencer à travailler, c'est-à-dire qu'il faut avoir cotisé 5 trimestres avant l'un de ces âges. Soit vous avez réussi à cotiser 5 trimestres avant 16 ans, avant 18 ans, avant 20 ans, avant 21 ans.
Ça, c'est la première condition pour avoir cette possibilité de retraite de départ anticipé. La deuxième condition, c'est d'avoir cotisé, plutôt d'avoir une durée d'assurance, oui, d'avoir cotisé 172 trimestres. Il y a deux conditions. Avoir cotisé 5 trimestres avant un âge et avoir 172 trimestres. Si vous avez ces deux conditions, vous pouvez partir entre 58 et 63 ans, c'est-à-dire partir plus tôt que les 64 ans, sachant qu'avant la réforme, vous pouvez partir avec ce régime entre 58 et 60 ans. Donc, ce sera toujours 58, mais c'est entre 58 et 63. C'est 58 ans pour ceux qui ont réussi à cotiser 5 trimestres avant 16 ans, et c'est 63 ans pour ceux qui auront réussi à cotiser 5 trimestres avant 21 ans. Donc, c'est très important de pouvoir, enfin, ça peut être utile d'avoir cotisé avant un certain âge, d'avoir commencé à travailler jeune. La deuxième façon de partir à la retraite plus tôt, c'est la retraite pour handicap. On peut partir à partir de 55 ans dans ce cas de figure. C'est avant la réforme, c'était 55 ans, et après la réforme, c'est toujours 55 ans. La réforme n'a pas bougé, n'a pas changé cette possibilité de départ anticipé. Donc, il y a plusieurs critères. Le premier critère, c'est avoir cotisé un certain nombre de trimestres en même temps que la reconnaissance de l'handicap. Donc, entre 69 et 112 trimestres. Ça dépend de, de l'âge de la personne. La deuxième condition, c'est soit cette condition, soit cette condition. Donc, en fait, la première condition pour partir à partir de 55 ans, c'est d'avoir cotisé un certain nombre de trimestres en étant handicapé. Et la deuxième condition, c'est que euh, si on est avant le 31 décembre 2015, il faut juste une reconnaissance travailleur handicapé. Et à partir du 31 décembre 2015, il faut avoir une incapacité permanente d'au moins égale à 50%. Possibilité, avoir exercé une activité professionnelle tout en ayant une incapacité permanente d'au moins 50%. Donc, l'incapacité permanente d'au moins 50%, elle est liée aux personnes qui ont la possibilité, qui sont éligibles à l'allocation adulte handicapé. Donc, pour toute personne qui peut percevoir l'allocation adulte handicapé, si elle arrive à travailler un certain nombre de trimestres, tout en ayant le droit à cette allocation, ça permet de partir beaucoup plus tôt à la retraite, à partir de 55 ans. La loi n'a rien changé. La loi du 14 avril 2023 n'a rien changé par rapport à ce dispositif. Justement, ils l'ont préservé, ils ont rien changé par rapport à ça. Deuxième possibilité, qui est différente, c'est le départ à 62 ans pour une aptitude. Alors, une aptitude, c'est différent. C'est qu'il faut avoir été reconnu inapte au travail pour pouvoir bénéficier de cette possibilité de départ anticipé. Alors, le gros avantage de cette disposition, c'est que les travailleurs qui partent pour une aptitude, la retraite pour une aptitude, ils partent avec un régime de retraite à taux plein. C'est-à-dire le taux est à 50%. Il n'y a pas de décote. Donc ça veut dire que c'est simplement salaire annuel moyen fois 50% fois le nombre de trimestres acquis divisé par le nombre de trimestres que le salarié devrait avoir. Donc il n'y a pas de décote. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut pour quelles sont les conditions pour être déclaré inapte. Donc, il faut déjà avoir été déclaré inapte par le médecin du travail, donc ne plus pouvoir travailler, d'accord? Mais en plus, au moment du départ, il faut quand même avoir un taux d'incapacité minimum d'au moins 50%. Donc, il faut être éligible, en fait, à l'allocation handicapée et en plus, être déclaré inapte par le médecin du travail. Et là, la personne, elle peut partir à 62 ans, à taux plein. Pas besoin d'aller jusqu'à 64 ou 67. Dernière possibilité, et ça c'est la quatrième possibilité, pour partir de manière anticipée. Alors, les départs anticipés, je rappelle, c'est pour partir avant 62 ou 64 ans. Parce que toute personne peut partir à partir de 62 ans et ça va être relevé jusqu'à 64 ans. Donc là, c'est une possibilité pour partir à 60 ans. Alors là, pour partir à 60 ans,
il faut avoir eu un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et au moment du départ, il faut avoir une incapacité permanente d'au moins 20%. Tout ce qui est lié aux incapacités, c'est le médecin conseil de la sécurité sociale qui donne les taux en fonction d'un barème. Donc, les taux à retenir, c'est les taux de 50 ou le taux de 20. Le taux de 50 pour la retraite par inaptitude et la retraite pour handicap, ces taux-là ne sont pas liés à un accident du travail, une maladie professionnelle. Donc, il faut avoir un taux d'incapacité assez élevé, 50%. Alors que là, c'est lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail. C'est pourquoi le taux est plus bas. Et là, la possibilité de partir à la retraite, c'est 60 ans. Donc, la loi du 14 avril 2023 a simplement modifié les procédures pour les personnes qui veulent bénéficier de ça. Et elle n'a rien changé d'autre. Elle a juste simplifié un petit peu les procédures. Les procédures étaient très complexes, restent encore complexes, mais ça a été un petit peu simplifié. Donc ça, c'était les 4 dispositifs pour partir avant 64 ans. Soit avoir commencé à cotiser très tôt, avant 16, 17, 18 ou 21 ans, soit avoir des taux d'incapacité égal à 50%, ou alors avoir eu un accident du travail, une maladie professionnelle en fin de carrière, avec un taux d'incapacité de minimum 20% pour pouvoir partir à 60 ans. Maintenant, on va voir le deuxième item, qui est les minimums contributifs. Alors, je l'ai rajouté dans le webinaire parce que pendant la réforme, ils en ont beaucoup parlé. Et ils ont beaucoup parlé de ça. Ce dont on vient de parler, pour les départs anticipés, à part le, le dispositif carrière longue qui a été beaucoup débattu à l'Assemblée nationale, tous les autres dispositifs ont été très peu débattus parce qu'ils ont été très peu modifiés. Et ils ont beaucoup parlé également du minimum contributif. Il y a eu un enjeu par rapport à ça. Alors, le minimum contributif, comme vous le voyez, c'est un minimum de retraite qui est réévalué tous les ans et il est actuellement à 684,14 euros pour une carrière complète. Ça veut dire qu'il faut avoir cotisé à terme 43 ans pour avoir ce minimum. Il y a la possibilité d'avoir un minimum contributif majoré. Alors pourquoi il y a ce minimum? Parce qu'il y a des salariés qui ont des salaires annuels moyens très faibles. Et donc, ils ont cotisé sur la longue période, sur 43 ans, mais avec des salaires bas. Donc, ça leur permet d'avoir au moins cette pension de retraite. Si le travailleur il a cotisé au moins 120 trimestres au régime général, il a un minimum contributif majoré à 747 euros. L'intérêt du minimum contributif, ça permet d'avoir une pension de retraite qui se rajoute aux autres pensions, parce qu'il y a aussi la pension des retraites complémentaires, et ça se rajoute aussi aux autres sources de revenus. Alors, si vous avez entendu parler du minimum vieillesse, qui est plus élevé que ce montant-là, c'est une allocation différentielle, donc elle ne se rajoute pas aux autres systèmes aux autres pensions ou aux autres sources de revenus. Ça, là, le gros avantage du minimum contributif, c'est que le travailleur, enfin le retraité qui perçoit le minimum contributif, il peut percevoir d'autres sources de revenus en plus, ça va améliorer ses revenus. Donc, ce qui a changé avec la loi du 14 avril 2023, c'est qu'ils ont décidé qu'au 1er septembre, le minimum contributif pour les personnes qui en bénéficient a été augmenté de 100 euros brut pour une carrière complète. C'est-à-dire pour les personnes qui ont travaillé 43 ans, ils ont eu 100 euros brut en plus. Pour ceux qui n'ont pas cotisé 43 ans, eh ben, c'est proportionnel. C'est moins. Donc, ils ont augmenté un petit peu les faibles pensions. Maintenant, je vais vous parler de la retraite progressive. Alors, la retraite progressive, c'est un système qui existe depuis au moins 2003, de mémoire, et ça permet de partir progressivement à la retraite. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travailleur, il est à temps partiel en fin de carrière, donc il va toucher un salaire moindre puisqu'il est à temps partiel. Toutefois, il va liquider de manière partielle sa retraite. Il va cumuler donc en fin de carrière euh, un revenu lié au travail salarié et une pension de retraite partielle. Il y a des conditions pour bénéficier de ces dispositions.
La première condition, alors, les conditions, voilà, les conditions. La première condition, c'est d'avoir cotisé au moins 150 trimestres. La deuxième condition, c'est d'être à temps partiel, au moins à 40%, au maximum 80%. Donc, le salarié, il peut être soit entre 40 et 80%. Et s'il a cotisé 150 trimestres, il pourra partir 2 ans avant l'âge légal. Ce que la réforme du 14 avril 2023 a modifié, c'est qu'à aujourd'hui, la retraite progressive est ouverte, alors, au moment où je parle, elle est toujours ouverte pour les travailleurs qui ont à partir de 60 ans, mais comme c'est 2 ans avant l'âge légal, mais comme l'âge légal va être progressivement relevé à 64 ans, eh ben, à terme, la retraite progressive pourra être touchée qu'à partir de 62 ans. Alors, il faut noter quelque chose, c'est que l'un des critères le plus important, c'est le salarié doit être à temps partiel pour pouvoir toucher cette retraite partielle. Et que l'employeur peut refuser. Il peut refuser qu'un travailleur touche, enfin, qu'un travailleur, qu'un salarié modifie son contrat de travail pour travailler à temps partiel. Alors, la réforme, ce qu'elle a modifié sur ce point, c'est qu'elle oblige l'employeur à motiver son refus par écrit, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Moi, ce que je conseille, s'il y a parmi vous des représentants syndicaux ou des employeurs, c'est de négocier pour qu'un maximum de travailleurs puissent bénéficier de cette retraite progressive, parce que la retraite progressive, c'est quelque chose d'assez malin, de pouvoir aborder la retraite de manière progressive. Donc, négocier avec les organisations syndicales sur ce point, afin que les refus éventuels de l'employeur soient encadrés, et aussi que l'employeur cotise comme si le salarié travaillait à temps plein. Parce que l'un des inconvénients quand vous travaillez à temps partiel, c'est que le salaire, il est aussi modifié à la baisse. Et donc, si le salaire est modifié à la baisse, ça peut impacter le salaire annuel moyen des 25 meilleures années. Et donc, le régime de retraite permet aux salariés qui le souhaitent de pouvoir cotiser comme si c'était un taux plein, comme si c'était en fait un salaire à temps plein. Mais donc, c'est une surcotisation qui est facultative pour, pour ceux qui bénéficient de ces dispositions. Et il est possible de négocier avec les employeurs et les syndicats la possibilité que cette surcotisation soit prise en charge en tout ou partie par l'employeur, afin d'éviter que les salariés qui utilisent la retraite progressive soient éventuellement lésés sur le montant de leur retraite future. Le gros avantage quand même de la retraite progressive, c'est que le salarié perçoit en avance une partie de sa pension de retraite et continue à cotiser pour la retraite. Et lorsqu'il partira à la retraite, les années où il était à temps partiel, tout en touchant déjà la retraite, vont compter pour le calcul des trimestres et pour le salaire annuel moyen. Donc ça, c'était la retraite progressive. Maintenant, il y a un autre système qui permet d'améliorer la pension de retraite, c'est de cumuler la retraite avec un emploi. Alors, c'était interdit avant 2003, mais ça a changé. Il y a eu plusieurs réformes et maintenant c'est possible et c'est encore favorisé par la réforme récente de cumuler une retraite et un travail. Alors les cumuls est plafonné si le salarié n'a pas la retraite à taux plein. Donc lorsque le travailleur prend sa retraite, il peut avoir soit une retraite à taux plein, soit à taux partiel. Il aura une retraite à taux plein s'il a cotisé les 172 trimestres, ou plutôt s'il a acquis les 172 trimestres, il aura le taux plein. Il aura le taux plein, peu importe le nombre de trimestres, s'il passe à 67 ans. Donc, si le salarié n'a pas réussi à avoir le taux plein, il est limité dans son cumul, il est limité à 1,6 fois soit le salaire minimum, soit le dernier salaire qu'il a touché. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, un salarié qui part à la retraite sans avoir le taux plein, il choisit de ne pas aller jusqu'à 67 ans, il part avant, il n'a pas les 172 trimestres. Dans ce cas de figure,
Si son nouveau boulot dépasse 1,6 fois le montant qu'il touchait avant, en tout cas le montant cumulé plutôt de la retraite et son nouveau boulot ne peut pas dépasser 1,6 fois. Et si le salarié est à taux plein, eh ben, il peut cumuler sans aucune limite. Alors, ce que ça a changé, la nouvelle loi, ce qui a changé, c'est que le salarié qui continue à travailler alors même qu'il est déjà à la retraite, il continue à cotiser pour une nouvelle retraite, donc il pourra liquider une troisième retraite qui est plafonnée actuellement à 2 200 € brut par an. J'ai mis une troisième retraite parce qu'il y a la possibilité d'avoir une retraite à partielle, ça c'est la retraite progressive, il y a la retraite de base, et puis il y a cette troisième pension de retraite qui est possible d'avoir dans le cadre d'un cumul. Mais c'est uniquement pour les salariés qui n'avaient pas le taux plein, parce que quand vous avez le taux plein, vous êtes au taux plein. Donc là, je rappelle le montant minimum pour valider un trimestre. Pour valider un trimestre, il faut avoir au moins perçu ou te cotiser sur 1728 € brut pour un trimestre. C'est assez peu, donc ça permet vraiment aux salariés à temps partiel de valider des trimestres. Mais si vous avez cotisé moins que 1728 €, eh ben, ça ne valide pas de trimestre et les cotisations sont perdues malheureusement. Donc ça, c'est un petit rappel, il faut 72 trimestres hein, pour avoir le taux plein. Mais il est possible d'avoir des trimestres en plus sans forcément avoir travaillé. Donc là, c'est une liste de possibilités. Un salarié qui a été 60 jours en arrêt maladie dans un trimestre, la caisse valide le trimestre. Pour les personnes, donc c'est pour les femmes qui ont eu un enfant, si dans le trimestre il y a eu 90 jours d'intimité journalière, la caisse valide le trimestre. Une personne qui touche une pension d'invalidité, ben, même si c'est juste sur une journée dans le trimestre, ça valide un trimestre. Une personne qui est au chômage, mais qui est indemnisée pour le chômage pendant au moins 50 jours sur un trimestre, ça valide le trimestre. Peu importe le montant, ça valide juste un trimestre de plus. Hein. Pour les personnes qui ont fait leur service militaire ou qui ont été au service de l'armée française, une seule journée au service de l'armée française, ça valide un trimestre. Donc, ça veut dire que si vous avez été tout le trimestre, ça valide un trimestre. Mais si vous avez sur 2 trimestres, une seule journée, ça valide un trimestre. Idem pour les jours de captivité. Une personne qui a eu 50 jours de détention provisoire, ça valide un trimestre. Mais uniquement si la détention provisoire ne s'appuie pas sur la peine finale. Donc ça, c'est des personnes qui sont en préventive, mais finalement, ils sont relaxés, ils ne sont pas coupables, donc ils ont fait de la prison sans être coupables. Dans ce cas de figure, c'est assez rare, mais ça arrive. Eh ben, 50 jours de détention provisoire, ça valide le trimestre. Sur les personnes qui sont en détention, ils ne peuvent pas travailler. Hein. Alors, à partir du moment où vous donnez la naissance à un enfant, vous avez un enfant plutôt, mais c'est que après les enfants qui sont nés à partir du 1er janvier 2010, ça donne pour tout parent 4 trimestres en plus. Pour tous les enfants qui sont nés après le 1er janvier 2010, ça fait 4 trimestres en plus. Avant, c'était 8 trimestres uniquement pour la mère. Maintenant, c'est pour tout parent 4 trimestres. Alors, il y a maintenant des possibilités d'avoir des trimestres pour l'éducation de l'enfant avant les 4 ans. Donc, c'est entre 2 et 4 trimestres. Alors, les 4 trimestres vont pour la mère, donc ça fait 8 comme avant, mais il est possible pour le père d'avoir 2 trimestres. Dans ce cas-là, il faut faire le choix. Il faut que la mère et le père se mettent d'accord et fassent la demande auprès de la caisse. Il faut faire sa demande pour être très précis, c'est entre le 4e anniversaire et 6 mois après le 4e anniversaire. Donc ça, il faut le savoir pour ceux qui veulent faire ça. Il y a 6 mois, il y a un laps de temps pendant 6 mois où le papa peut récupérer 4 trimestres. Enfin, non, excusez-moi, qui peut récupérer 2 trimestres sur les 4 pour l'éducation. Sinon, ça va automatiquement à la mère. Par contre, si les parents sont de même sexe, c'est partagé en deux. C'est un cas particulier, mais là, ce que je viens de dire, c'est pour les parents de sexe différent, pour les parents de même sexe. C'est 2 et 2. Donc là, voilà, ce que j'ai précisé, c'est pour les papas. Vous verrez pour si vous êtes concernés. Alors, ce que change la loi, c'est qu'avant, le papa, enfin avant le 1er septembre 2023, puisque la loi du 14 avril 2023 elle est applicable depuis le 1er septembre,
Le papa peut avoir 4 trimestres pour l'éducation d'un enfant. Alors maintenant, c'est plafonné à 2 trimestres. C'est pour favoriser les mères qui ont des carrières en moyenne plus hachées et des pensions en moyenne plus basses. Il est possible également de racheter des trimestres. Alors les conditions que j'ai mises sur la diapo, c'est des conditions qui sont alternatives. Il ne faut pas forcément avoir tout ça. Pour toute personne qui a fait des études après le bac, vous pouvez racheter des trimestres. Pour toute personne qui a été en stage, vous pouvez racheter des trimestres. Si une année est incomplète, vous pouvez racheter des trimestres. Si vous avez travaillé à l'étranger, vous pouvez racheter des trimestres. Mais c'est limité à 12 et c'est payant. Et le prix dépend vraiment de l'âge auquel vous achetez le trimestre. Donc plus vous êtes âgé, plus c'est cher, hein. Plus vous êtes jeune, moins c'est cher. Il faut noter que pour les personnes qui ont eu 3 enfants, qu'ils ont élevés au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire, le régime octroie une bonification de 10% de la retraite. Et cette majoration est donnée aux 2 parents jusqu'au décès du retraité. Ça, c'est un cas de figure particulier, mais c'est quand même intéressant de le savoir. La pension peut être majorée aussi de 40%. Mais c'est pour toute personne qui a besoin de l'assistance d'une tierce personne à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Et il faut avoir besoin de cette assistance avant les 67 ans. Donc, si vous êtes victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'avant vos 67 ans, vous avez besoin d'aide pour gérer votre vie quotidienne, ben, votre pension sera majorée de 40%, ce qui est assez significatif, je tenais à le dire. Ça ne concerne pas forcément beaucoup de gens. Il faut quand même avoir déclaré son accident du travail, sa maladie professionnelle. Voilà. Donc là, on a parlé de toutes les de la, oui, pratiquement toutes les possibilités pour avoir des trimestres en plus sans forcément les avoir cotisés. Alors, je voulais dire des choses là. Ah oui, d'accord. Euh, pour les personnes qui ont travaillé sans être déclarées, ça, c'est un cas de figure qu'il faut dire. Parce qu'il est possible, et c'est déjà arrivé, qu'au moment de la liquidation de la retraite, le travailleur se rend compte qu'il lui manque des années. Et après recherche, c'est l'employeur qui ne l'a pas cotisé. Si les trimestres manquants pour non-cotisation de la part de l'employeur interviennent après 2012, il est possible de récupérer des trimestres. Mais dans ce cas de figure, il faut porter plainte contre l'employeur. Donc, si vous avez travaillé au noir, soit en le sachant, soit sans le savoir, après 2012, vous pouvez toujours euh, récupérer vos trimestres, mais il faut porter plainte contre l'employeur. C'est-à-dire il faut le dénoncer aux URSSAF ou à l'inspection du travail. Le mieux, c'est de les dénoncer aux URSSAF, hein, parce que c'est eux qui vont faire le redressement des cotisations. Maintenant, on va parler, pour terminer, de l'articulation entre les droits au chômage et les droits à la retraite. Et si vous suivez l'actualité, vous allez voir que c'est dans l'actualité. Alors, on a déjà dit qu'une personne qui est au chômage, petite précision, c'est depuis 1984, parce que pour les chômeurs qui étaient au chômage avant 1984, ce n'est pas le cas. Depuis 1984, c'est le cas. Pour toute personne qui est au chômage, mais qui est indemnisée par l'assurance chômage, hein, parce que pour les chômeurs non indemnisés, ça ne marche pas. Pour les chômeurs indemnisés, l'indemnisation compte comme un trimestre. Mais non, il est possible que le travailleur soit au chômage en fin de carrière. Et au jour où on parle, la personne qui est indemnisée par l'assurance chômage, si elle atteint 62 ans et qu'elle ne peut pas partir parce qu'elle n'a pas les 72 trimestres à taux plein, le chômage est maintenu, l'assurance chômage est maintenue jusqu'au départ à taux plein. Alors aujourd'hui, c'est 62 ans.
et ça sera progressivement augmenté jusqu'à 64 ans. Donc, si vous êtes au chômage en fin de carrière et que vous êtes indemnisé, l'indemnisation s'arrête à partir du moment où vous partez à la retraite. Ça, c'est un point aussi à signaler, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas cumuler retraite et chômage, hein. Toutefois, si vous n'avez pas la possibilité de partir avec une retraite à taux plein, vous avez possibilité de conserver le chômage, et ce qui est bien dans ce cas de figure, parce que ça permet d'acquérir de nouveaux trimestres. Donc justement, dans l'objectif de partir à taux plein. Sachant que l'âge du taux plein, c'est 67 ans. Donc à aujourd'hui, par exemple, une personne qui est indemnisée par le chômage qui a 162 ans, elle peut percevoir son chômage jusqu'à 67 ans au maximum. Donc ça lui fera des trimestres en plus sans avoir cotisé. À aujourd'hui, l'assurance chômage des seniors, elle est légalement, enfin, on parle des seniors pour l'assurance chômage à partir de 55 ans, elle est légalement plafonnée à 3 ans. Dans la pratique, enfin, pas dans la pratique, à aujourd'hui, c'est 2 ans et demi. Mais là, dans la loi, c'est 3 ans, hein. À aujourd'hui, c'est 2 ans et demi. Donc, ce qui veut dire que, théoriquement, une personne qui part au chômage à 59 ans, elle peut toucher le chômage jusqu'à 67 ans. Et ça, c'est un, c'est à mon avis une des dispositions qui n'a pas été modifiée par les syndicats qui ont validé l'accord sur l'assurance chômage sur les 3 prochaines années. Mais le gouvernement a annoncé hier ou avant-hier, je crois que c'était hier qu'il a annoncé, qu'il ne validerait pas cet accord et qui suspendait l'accord pendant 6 mois. Donc les anciennes règles continuent à perdurer, mais le nouvel accord n'est pas validé. Et l'un des principaux enjeux, c'est justement l'assurance chômage des seniors. Ils veulent pas, pour l'instant officiellement, ils ne veulent pas supprimer la possibilité de toucher l'assurance chômage jusqu'à 67 ans, mais ils veulent diminuer les 3 ans. Ils veulent vraiment le diminuer à 2 ans, voire à 1 an et demi, ce qui obligera en fait les travailleurs à bénéficier de ce dispositif à 60 ans ou 61 ans. Donc ça n'est pas dit, mais c'est le cas. Il s'agit d'un régime de pré-retraite collectif. Alors il faut noter quelque chose, c'est que jusqu'à une période assez récente, il était possible pour un travailleur de faire un abandon de poste, c'est-à-dire de quitter son emploi brutalement sans préavis, et sans démissionner, sans dire le motif, et de toucher le chômage. Ce qu'un travailleur pouvait faire en fin de carrière afin de pouvoir bénéficier de ce régime de retraite, de pré-retraite collectif. Mais depuis même pas un an, là, le gouvernement a légiféré, enfin, le législateur est intervenu pour que les abandons de poste soient considérés comme une démission et donc ne permettent pas de toucher l'assurance chômage. Donc pour toucher l'assurance chômage, il faut soit avoir été, pour faire simple, mais c'est le cas, il faut soit avoir été licencié, plaindre de motif, soit avoir fini une rupture conventionnelle. Et dans ce cas-là, le salarié pourra percevoir le chômage. Il y a des cas, il y a d'autres cas, mais c'est les cas les plus importants. Voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup, Sébastien. J'ai déjà quelques questions pour toi. Alors, du coup, j'ai une intervention d'André. Bonjour, j'ai demandé à mettre en place la retraite progressive à mon employeur. Mon entretien a été de réduire de 20% mon temps de travail. Ce dernier accepte si je réduis de 40%. Je n'arrive pas à avoir une estimation précise de la compensation de retraite par la CARSAT à ce jour. Est-ce que tu as quelques conseils à donner justement par rapport à cette estimation? Euh, ben, en fait, le truc, c'est qu'ils veulent pas en fait donner d'estimation parce que ils vont faire le calcul et si jamais l'estimation est pas bonne, enfin, ils veulent pas enfin, la CARSAT ne veut pas avoir de problème par rapport à l'estimation. Euh, le truc, c'est que bon, là, dans le webinaire, j'ai exposé les différentes façons, enfin, la manière de calculer la retraite. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement, enfin, qui est géré par la caisse de retraite, qui permet de simuler une retraite. En fait, ce qu'il faut faire, c'est
se connecter sur ma retraite.gouv.fr, faire une simulation de retraite à aujourd'hui. Et si vous partez en retraite progressive à 40%, ça veut dire que vous allez toucher 60% de votre retraite. Donc, il faut faire la simulation sur Internet. Mais le problème de cette simulation, c'est que c'est la retraite que vous allez toucher si vous partez à l'âge légal. Donc, ça sera forcément un peu moins. La retraite progressive sera forcément un petit peu moins. Mais vous pouvez faire la simulation en fait sur le site qui gère votre retraite. Merci Sébastien. J'ai une autre question également. Adopter un enfant valide aussi quelque chose? Oui, comme la naissance. Je n'ai pas mis dans le support, mais c'est exactement la même chose. Merci. Nous avons également une question de Laurent. Si dans une année, la personne travaille un trimestre, mais touche trois fois le 1 728 euros, soit 5 184 euros, est-ce que cela valide trois trimestres dans cette année? Non, ça aurait pu, hein, mais non. Déjà, ce que le régime prévoit, c'est on n'a pas le droit de valider plus de 4 trimestres par an. Bon, c'est logique, mais on aurait pu avoir le droit d'en valider plus, par exemple en les rachetant, ou etc. Bon. Maintenant, il faut sur un trimestre. Alors, les trimestres dont on parle, c'est les trimestres civils, hein, donc ça va du 1er janvier au 31 mars, etc. Si sur le trimestre civil, le salarié a cotisé moins de 150 fois le taux horaire du SMIC à l'époque, parce que les chiffres que je vous ai donnés, c'est pour le SMIC d'aujourd'hui, hein. Mais pour savoir si on a validé un trimestre il y a 20 ou 30 ans, il faut regarder le SMIC de l'époque. Donc c'est 150 fois le SMIC horaire de l'époque sur un trimestre. Il faut avoir bossé au moins 150 heures minimum sur le trimestre pour valider un trimestre. Alors, c'est pas obligé 150 heures minimum, il faut que ce soit 150 heures fois le SMIC. C'est-à-dire que si vous avez bossé qu'une heure, mais que vous étiez payé 150 fois le SMIC, ça valide un trimestre. Mais si vous n'êtes pas arrivé à ce montant, ça ne valide pas le trimestre, malheureusement. Les cotisations sont perdues. Et pour pouvoir récupérer le trimestre, la seule possibilité, c'est de le racheter. Et ça coûte assez cher, très très cher. C'est beaucoup plus, on va dire, économiquement rentable de cotiser 150 fois le taux horaire du SMIC et valider des trimestres comme ça plutôt que de valider des trimestres en les achetant. Merci Sébastien. J'ai une autre question. Le rachat de trimestres sur le taux et la durée permettent-ils de partir plus tôt? Ça permet pas, ça peut permettre de partir plus tôt, mais ça ne permet pas de faire bouger l'âge légal. L'âge légal, il est actuellement à 62 ans. Il va passer progressivement à 64 ans. Donc, ça ne permet pas de partir avant ces âges-là. Il faut se reporter au diapo sur le départ anticipé pour partir plus tôt. Et pour partir plus tôt, il faut soit avoir un handicap, soit une pension d'invalidité, soit avoir été victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle et avoir un taux d'incapacité de 20%, soit avoir cotisé au moins 5 trimestres, et cotiser, non pas acheter des trimestres, cotiser 5 trimestres avant un certain âge. Donc ça, c'est pour les carrières longues. Il n'y a pas d'autre possibilité, en fait, de partir avant 62 ans. Sinon, la seule autre possibilité, c'est la retraite progressive. C'est pour partir, mais c'est pas vraiment partir, la retraite progressive. C'est un départ partiel, puisque le salarié continue à travailler. Ça, mais tout le monde peut quasiment enfin, pour la retraite progressive, beaucoup de gens peuvent en profiter parce qu'il faut valider 150 trimestres au moment de la demande. C'est le cas quand même de pas mal de gens. Mais sinon, à part ces quatre possibilités pour partir plus tôt, non. Y a pas le fait de racheter des trimestres ou d'avoir des trimestres en plus, c'est pour améliorer sa pension de retraite. Mais ça ne permet pas de partir avant l'âge légal. Ça permet de partir avant les 67 ans. Parce que si vous n'avez pas tous les trimestres, vous pouvez partir à taux plein à 67 ans. Mais si vous n'avez pas tous les trimestres, eh ben vous pouvez ou essayer d'en valider autrement pour essayer de partir entre 62 et 64 ans. Merci Sébastien. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est bon. Merci Sébastien. Moi, j'avais une petite question également. Est-ce qu'il y a une limite de temps pour acheter des trimestres? Oui, il y a un âge. Enfin, il y a une limite de temps. Euh, on peut acheter ces trimestres au dernier moment, mais ils coûtent une blinde.
C'est-à-dire que c'est très très cher. Plus on est âgé, plus ça coûte cher de racheter un trimestre. Il vaut mieux acheter un trimestre jeune. Mais il y a une limite de temps. Effectivement, ça dépend des cas de figure. Pour les salariés, enfin, si vous étiez en stage et que vous voulez acheter des trimestres, il faut racheter des trimestres avant ses 35 ans, par exemple. Mais dans d'autres cas de figure, pour les études, c'est pareil, il y a un âge. Mais par contre, si les années sont incomplètes, c'est un peu ça qu'il faut faire. Si vous regardez vos années sur le site qui gère votre retraite, c'est marqué d'année en année. Et si vous voyez qu'il y a des trimestres qui manquent, eh bien vous demandez à la caisse de racheter le trimestre et de vous faire une simulation de prix. Et plus vous le ferez tôt, moins ça sera cher. D'accord, merci Sébastien. Bah, tu réponds parfaitement à la question suivante. Vous avez dit que les trimestres achetés coûtent moins cher quand on les achète jeunes. Oui, tout à fait. Nous avons une autre question d'André. Alors, j'ai 64 ans et je suis reconnu travailleur handicapé depuis fin août. Est-ce que le statut peut contribuer à une demande de rupture conventionnelle? Dans ce cas, le bénéfice de l'allocation chômage s'applique-t-il jusqu'à 67 ans? Alors déjà, si vous avez 64 ans actuellement, euh, peu importe si vous êtes au chômage, euh, vous avez 2 ans et demi de chômage actuellement. Et si vous avez pas euh, les 72 trimestres, si vous avez 72 trimestres, ce sera limite à 2 ans et demi. Mais si vous n'avez pas les 172 trimestres, le chômage va être versé jusqu'aux 67 ans. Après 67 ans, on ne peut plus être au chômage. Là, il faut obligatoirement prendre sa pension de retraite. Voilà. Et l'handicap, est-ce qu'il peut jouer sur une rupture conventionnelle? Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans la tête d'un employeur. J'aurais envie de dire non. Parce que normalement, dans les entreprises, il y a un taux de travailleurs handicapés que l'employeur doit embaucher ou maintenir dans l'emploi, c'est 6%. Donc en laissant partir un travailleur handicapé, ça lui fait augmenter certaines cotisations. S'il n'arrive pas au taux des 6%. Maintenant, ça, c'est un calcul purement économique, mais après, on a envie de dire oui aussi, si le salarié, il est vraiment limité dans son travail, c'est mieux de le laisser partir que de le laisser travailler alors qu'il est limité. Donc, ça dépend vraiment de comment l'employeur voit les choses. Voilà. Je tenais du coup à te remercier, Sébastien, pour ta super intervention. C'était très intéressant, avec beaucoup d'informations précieuses qui peuvent du coup aussi nous aider dans notre compréhension. Donc merci à toi, merci également à tous les participants d'avoir répondu présent, puis d'avoir été aussi très réactifs au cours de ce webinaire. Et puis ben, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.